Aimables téléspectateurs de Mondico Télévision, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Nous sommes l'émission Tribune sur Mondico Télévision et pour ces numéros, nous avons le réel plaisir, voulais-je dire, de recevoir M. Hervé Diampovissa. Il est cadre de Autre Vision du Congo, AVC, parti cher au ministre Didier Bidimbu. Il est penseur, idéologue. C'est dans ces cadres que nous allons devoir débattre avec lui sur l'actualité qui est dominée par la loi Tchani. Il y a le processus électoral, la situation de l'Est, ainsi que tant de sujets qui seront débattus. Bienvenue. Bien, merci bien, madame. C'est un plaisir de vous recevoir à Mondico. Un mot? Le plaisir est vraiment partagé. La qualité est professionnelle. Vos installations, en tout cas, très appréciables. C'est quelque chose vraiment de très particulier, de très différent par rapport à d'autres. Merci. C'est un clin d'œil spécial à Madame Julia Luonga, l'initiatrice de cette télévision, Mondico Télévision. Et pour commencer d'entrée de jeu, Autre Vision du Congo. Pourquoi Autre Vision du Congo? Didier Bidimbu voulait parler de quoi quand il dit Autre Vision du Congo? C'est quoi l'ancienne vision et c'est quoi l'autre vision qu'il veut instaurer sur le Congo? L'ancienne vision, c'est le tour du pot. C'est-à-dire de 60 à nos jours. Donc, on tournait un peu à rang. 55 conclaves qui n'ont rien produit. Nous sommes toujours dans le répétitif. Alors, il faudra essayer de tailler un chemin qui pourrait nous permettre maintenant d'avancer dans les choses. Donc, nous voulons faire les choses autrement, pas comme avant. Donc, changer un peu la façon de réfléchir, la façon de poser nos actes, la façon de poser nos actions. Donc, essayer un peu de voir les choses autrement. 60 ans après l'indépendance, c'est beaucoup. Ça doit nous édifier, ça doit nous ramener à la prise de conscience. C'est quelque chose exactement qu'il faut voir autrement parce qu'on a vu Didier Bidimbu aux côtés de Joseph Kabila. Aujourd'hui, il est dans l'union sacrée. Faire autrement, donc, c'est-à-dire la vision progressiste, la vision qui peut nous faire avancer. C'est pour ça que je viens de vous dire qu'on a mis 60 ans depuis l'indépendance. Mais sauf que nous sommes autour du pot, nous ne faisons que tourner. Mais nous sommes toujours, nous y sommes toujours, alors que notre vision est déjà là. Non, nous progressons, nous avançons, nous apportons une nouvelle donne. Selon vous, nous avions avancé dans quel secteur? Dans le secteur, nous sommes, notre autorité morale gère le ministère des hydrocarbures. C'est un ministre manager, en voyant ce qu'il a déjà fait. En voyant quoi exactement, on a eu la crise du pétrole, il y a pas bien géré la crise comme pas on croyait, pas comme on estimait. Vous savez, en France, la crise a été beaucoup plus forte qu'ici au Congo. Mais la France est beaucoup plus développée. La France a des grands moyens. La France est liquéfie du pétrole. En France, il y a Total, mais chez nous, la crise n'était pas comme chez eux. Mais est-ce qu'il a bien géré parce qu'on voit le prix qui varie à chaque fois? Le prix varie, mais moi, je vous dirais, le litre du carburant en France serait à 2,5 $. Mais ici, chez nous, nous sommes encore à la barre de 1,5 $ et nous n'avons même pas atteint encore 1 $. Ce n'est pas encore 3 000 francs. Donc, nous sommes autour de 1,5 $. Nous ne produisons pas, nous ne librifions pas, mais sauf que nous essayons quand même de gérer les choses de la sorte à satisfaire la population congolaise qui attend de nous de l'amélioration. Mais pourquoi ne pas rabattre le prix à 1 $? Parce que c'est quand même les peuples d'abord, c'est la vision du chef de l'État. Il ne faut pas que nous souffrions pour des choses pour lesquelles, bon, on a le pétrole RDC. Nous ne produisons pourquoi ne pas mettre une autre politique qui peut nous produire aujourd'hui notre propre pétrole au lieu de recourir toujours à l'extérieur? Bien sûr, nous travaillons sur ça, mais question de moyens, il nous faut des moyens, il nous faut beaucoup plus d'argent en termes de cela pour essayer d'investir dans ce sens. Vous savez d'où l'on vient. On était dans les 4 milliards de dollars, financer l'armée, financer l'enseignement, financer ceci, cela. On était un peu limité. À 4 milliards, aujourd'hui c'est plus de 16, mais bon, la situation n'a pas changé. Non, la situation a changé, madame. La situation change. Il faut essayer de bien voir les choses, vous êtes journaliste. La situation change. Aujourd'hui, nous avons l'enseignement gratuit. Aujourd'hui, nous avons 1 milliard de dollars pour l'armée. Avant, ce n'était pas pareil. Aujourd'hui, nous avons une armée qui peut se dire digne par rapport aux moyens qui sont mis à sa disposition, de même pour plusieurs secteurs. Mais sauf que nous partons par rapport à des priorités jusqu'à arriver à faire le maximum de la demande. Vous aviez évoqué la gratuité de l'enseignement. J'aime bien, c'est un programme que nous encourageons tous.
mais qui semble ne pas marcher parce que nous voyons à 90% les écoles sont gérées par les confessions religieuses. Aujourd'hui, les catholiques font payer, les écoles privées on paye, mais finalement cette gratuité que vous vantez tant, vous de l'Union sacrée, ça atteint quel niveau? Chez les catholiques, c'est quel taux d'enfants qu'on a récupéré à ces programmes? Madame, chez les catholiques, on paye quoi? Chez les catholiques, l'enseignement est gratuit. Ici à Boboko, l'enseignement est gratuit. Les Minerval ne se payent pas. Il y a des écoles ici à Kinshasa. Nous avons des enfants qui étudient dans des écoles conventionnées catholiques. Il y a eu des entendements entre les parents et l'école. Il faudrait dénoncer cela. C'est illégal. Parce que les parents ont vu que les enfants, l'enseignement était au rabais, où il fallait que les parents suppléent quelque chose aux enseignants qui menaçaient de partir en grève. Madame, moi je vous dirais c'est illégal, ce sont des pratiques à dénoncer parce que les enseignants, le bon syndicat des enseignants discute de manière permanente avec le ministre Tony Moïse. Mais qui n'ont jamais reçu gain de cause. Ils ont reçu gain de cause parce que si ça ne marchait pas, les enseignants auraient grévé, il n'y aurait pas eu... À chaque année, il y a toujours des menaces de grève. Est-ce que vous pensez que l'accord de Mboudi, l'accord de... Ce n'est pas à chaque année. Moi, je vous dirais, madame, dans des pays développés, il y a menace de grève de manière permanente. C'est ce que nous vivons en France. On a vécu des gilets jaunes aujourd'hui. Il y a encore une crise sur la retraite. Dans les écoles publiques, combien d'écoles ont été créées, ont été construites? Parce qu'il faudrait un cadre pour recevoir, il faudrait des infrastructures. Bien sûr. Si vous allez avec le petit nombre, des enfants qui s'asseyent même au sol. Avec le petit nombre des infrastructures qu'on avait auparavant, il y avait un problème d'accessibilité d'abord dans ces infrastructures que vous déplorez. Donc c'est l'enseignement qui compte. C'est-à-dire, peu importe d'abord les cadres dans un premier temps. Peu importe les cadres d'enseignement, c'est d'abord l'accessibilité. L'enfant doit avoir accès à l'éducation. Il doit savoir lire, il doit savoir écrire. Mais en se mettant à même le sol, dans une classe qui contient plus de 100 élèves. Madame, moi je vous dirais, mes parents, pour dire nos parents. Il fallait commencer par là, peut-être. Madame, je dirais nos parents, les parents de notre génération. Madame, ils faisaient 25 km pour aller à l'école au village. Et ce sont eux qui ont géré les Congos. Avec des grands diplômes. Et ça, je crois que ça produit des élites aujourd'hui. Parce que nous sommes incapables aujourd'hui de compter sur la jeunesse. Parce qu'il y a, avec la montée du phénomène Koulouna, qui doit être géré aussi. Le système éducatif a été froissé pendant très longtemps. Et le peuple de 18 ans, vous savez, Koulouna, compte aujourd'hui 22 ans d'existence. 22, 23 ans d'existence, c'est depuis 2001 que l'histoire Koulouna a commencé. Donc, mais il fallait mettre un terme à ce phénomène, puisque c'est l'opposition qui est dans la gestion de la chose publique. Nous avons mis des processus en place. Normalement, avec la gratuité de l'enseignement, pour permettre l'accès à tout enfant congolais à l'éducation. Et le taux pour permettre de freiner la nouvelle génération d'y accéder à ce courant. Le second plan, c'est la récupération de ceux qui avaient déjà pris part dans ces programmes pour essayer de les récupérer. C'est pour cela qu'on a redynamisé le service national pour essayer de rééduquer ces jeunes hommes, ces jeunes dames et leur donner un modèle d'encadrement pour les rendre utiles à la société. Et maintenant, le troisième plan, c'est la rigueur de la loi. Nous devons renforcer des lois s'il faut aller même à la peine capitale, puisque si on doit profiler Koulouna, c'est la délinquance juvénile qui a atteint un paroxysme, un degré de paroxysme. Aujourd'hui, nous les qualifions des criminels à main armée, sauf qu'ils utilisent des armes blanches. Ils s'organisent même dans ce sens. Donc, il faudra revoir les lois. Est-ce qu'on peut dire que le gouvernement est incapable de gérer cette catégorie de personnes qui sèment la terreur, qui endeuillent même la population? Non, le gouvernement n'est pas incapable, le gouvernement gère. Le gouvernement a mis des dispositions pour essayer de pallier à la chose. Mais sauf que ça nous demande aussi du temps, tel que ça a mis 20 ans pour que ça puisse exister. Aujourd'hui, vous sentirez que les choses changent. Demain, on les tuait, les choses ont changé. Est-ce que le Koulouna... Les choses changent. Nous avons 5000 Koulouna qui chantent en français à Kanyamaka CC. Il suffit de chanter en français. Chanter en français, c'est-à-dire qu'ils ont appris quelque chose. On a essayé de le récréer de manière pédagogique. Mais il y a plusieurs organisations qui sont contre cette façon de les prendre par force et de les soumettre aux travaux forcés, alors qu'on pouvait... Ils ne sont pas soumis aux travaux forcés, ils sont soumis à la rééducation et à la formation. Apprendre de métier. C'est ce que nous faisons.
Ils sont chez Kanyamaka. En dehors du maïs qui sont ils construisent des maisons, ils fabriquent des bois, madame. Informez-vous. Aujourd'hui, on a plus de 5000 Koulouna qui sont valables, hein, qui ont réintégré la société à la normale. Et avec les programmes de l'enseignement gratuit, pourrait permettre à ce que nous n'ayons pas encore une nouvelle génération. Essayer de stopper ce fléau en termes de progression générationnelle pour permettre à ce que d'essayer maintenant de tamiser, de récupérer, de rééduquer ceux qui étaient déjà engagés dans ce système. Donc, tout va bien. Dans les années à venir, on sentira ces fléaux baisser. Et on n'en parlera plus. On n'en parlera Vous plus. êtes très sûr? En Est-ce tout cas, qu'aujourd'hui, nous avec sommes là Peter pour ça. Kazadi à la tête du ministère de l'Intérieur, on peut dire que les choses pourront changer parce qu'il est de l'UDPS? Non, parce que on peut dire qu'il peut amener une autre vision de la chose dans la gestion de ces bandits. C'est pas parce que le l'UDPS, mais c'est parce qu'il connaît Kinshasa particulièrement dans le fond. Dans le fond. C'est ça d'abord l'importance de la chose. Nous lui souhaitons toutes les bonnes chances. Nous croyons que ce phénomène sera vraiment fini. Mais ça doit finir parce que nous travaillons sur ça. Ceux qui sont passés avant nous n'avaient pas tiré suffisamment d'attention parce que la solution pour eux, c'était de les abattre. Il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Nous sommes sous la vision du chef de l'État, la vision Félix de Tshisekedi. Nous l'accompagnons par rapport à sa vision. Donc l'AVC accompagne la vision du chef. C'est un peu ça, madame. Voilà, évoluons. Il y a la charte de l'Union sacrée qui a été signée il n'y a pas très longtemps. Votre parti politique, qui est dans l'Union sacrée aujourd'hui, a signé aussi la charte de l'Union sacrée. Mais est-ce qu'on peut dire, parce qu'on a vu les mêmes têtes, les mêmes personnes qui ont signé à ce temps-là, la charte du FCC. On peut dire que les choses peuvent changer ou parce que ce sont les mêmes personnes, ce sont les mêmes mots, nous continuons à faire... les mêmes personnes dans la charte du FCC, il n'y avait pas Jean-Pierre Bemba, il n'y avait pas Vital Kamerhe. Oh, ce sont eux les proux de l'Union sacrée. C'est des personnes, il n'y avait à peine pas Félix quelques personnes. C'est juste quelques personnes, mais Non, ce n'est pas juste quelques personnes. Vous pouvez citer le présidium de l'Union sacrée. Vous verrez que les grands proux, en termes de popularité, le président de l'Assemblée nationale était dans le FCC, oui, Modeste Bahati du Sénat était au FCC. Il était dans le FCC, mais sauf qu'il était devenu... D'ailleurs, au départ, d'abord, il était la bête à battre dans le FCC. Il était dans une constante malaise. Donc, les Congolais peuvent aujourd'hui espérer... Raison pour laquelle il a fait le bon choix, le choix de la patrie, le choix de l'évolution positive du Congo. Voilà, mais est-ce que 5 ans durant, on peut dire que la vision du chef de l'État a été respectée. Le bilan est comment selon vous? Le bilan est largement positif, madame. Largement positif. Alors que la population s'est plainte chaque fois. Non, la population s'est plainte en prenant le pouvoir, il a dit que son mandat, c'est pour soulager la souffrance du peuple. Aujourd'hui, ce même peuple est en train de souffrir. Non, c'est pas un coup de bâton que c'est là pour... Il a fallu autant combien d'années selon vous? Non, pas autant combien d'années. Il faut mettre en place des processus qui pourraient ramener la population à ces stades. Raison pour laquelle nous sommes focalisés sur l'IGF pour permettre à l'État d'optimiser le moyen, d'optimiser les finances. En termes de moyens, c'est comme un parent à la maison. Quand papa n'a rien, il ne paie rien. Donc, il faudrait que papa puisse travailler, puisse avoir des moyens. Il a travaillé, nous sommes à la 5e année de son mandat. Oui, nous sommes à la 5e année, mais nous venons... À quelques mois d'ailleurs de la fin. À quelques mois de la fin. Vous savez, madame, vous devez aider aussi, essayer d'aider aussi la population à comprendre quelque chose. Voilà pourquoi nous faisons appel à vous. Non, vous êtes aussi journaliste expert de la communication, vous saisissez la communication, il faut savoir aussi jouer ce rôle d'éclairer la population. Pas seulement nous invitons, nous... Vous êtes dans la politique active. Voilà pourquoi nous faisons appel aux politiques. Ouais, pour qu'eux qui sont dans la gestion puissent dire à la population ce qui est fait et ce qui n'est pas fait. Bien sûr que oui, mais sauf que vous aussi, en tant que journaliste, vous devez... Il y a une part de responsabilité. Une part de responsabilité parce qu'il s'agit de la patrie, il s'agit du pays. Donc, vous devez essayer un peu de rectifier le narratif pour avoir une communication un peu claire, pour permettre d'élever un peu le niveau des échanges entre politiques et journalistes. Parce que quand vous parlez de la famine, madame, la famine, on peut parler de situations de faim que quand on est dans une situation de guerre ou de catastrophe naturelle. Sinon, en temps de crise, la crise peut survenir partout.
Aujourd'hui, en France, il y a la crise par rapport à la situation russo-ukrainienne. Ils sont très dépendants de la Russie par rapport à nous autres. Nous parlons de la farine, nous parlons de carburant. Alors que voilà pourquoi nous pouvons produire. Il y a eu un ministre à l'industrie il y a pas très longtemps qui a parlé consommons congolais. Voilà des initiatives qu'il faut encourager pour qu'on ne dépende plus des occidentaux. Bien sûr que oui, mais sauf que la société est composée des politiques au pouvoir, des politiques à l'opposition et de la société civile. Qu'est-ce que la société civile communique à la population? Mais la société civile ne gère pas. La société civile ne gère pas, mais il a un rôle dans la société. Qu'est-ce qu'il communique? Qu'est-ce qu'il demande à la population? Normalement, nous devons prendre des mesures de rétrocession quand il y a la crise. Mais c'est ce qui ne se fait pas. Nous communiquons dans ce sens, mais sauf que nous sommes combattus par ceux qui veulent que nous faisons fiasco pour leurs intérêts politiques. Pas pour la population. Mais si vous allez à Yangwé, allez à Kalouka, vous verrez les bilans, c'est l'Union sacrée qui... Non, le bilan, je vous dis, madame, le bilan est largement positif. Quand je vous dis largement positif, Félix Tshisekedi, je vous dis, madame, depuis l'histoire, la scène politique congolaise n'a jamais connu une situation de décrispation telle que nous le vivons depuis l'avènement Félix Tshisekedi. 60-65, c'était la débandade. 32 ans de bilan positif. J'ai dit, prenons un exemple banal. Le pain qui était à 150 francs, 200 francs aujourd'hui, le pain c'est 1000 francs. Et en France? Moi, je vous dis en France. Nous parlons du Congo. Oui, alors pour vous dire que la crise est mondiale, vous savez quoi? Si vous continuez à percevoir les choses de manière interne, vous ne saurez pas avoir les papiers mouchoirs qui étaient 2, on achetait à 500, aujourd'hui c'est 1 à 500. Mais moi je vous dirais qu'un litre d'huile en France coûte 3 fois plus cher qu'avant la guerre. Mais c'est une bonne huile quand même, hein? C'est une bonne huile. Et nous ici nous fabriquons de l'huile. Ça vient des... C'est ça, les Indiens qui nous exportent de l'huile. Inde, Chine, peu importe. Alors que nous avons de palmiers ici, dans le Kwilu, dans l'ex-Bandundu, dans le Congo central. C'est ça la politique que nous menons. Nous consolidons les moyens pour permettre à l'État de mener la politique. C'est d'abord les moyens, madame. Quand on n'a pas de moyens, on ne peut rien. Avec les 4 mais les moyens, c'est créé. On ne pouvait rien. C'est ce que nous faisons. On est à 4 milliards d'aujourd'hui, nous sommes à 16 milliards. L'armée était dotée de 200 milliards, alors qu'en réalité, rien n'a changé. Non, les choses changent. Les choses changent. Parce qu'aujourd'hui... Les chiffres, sinon, ce ne sont pas des chiffres, ce sont des faits, en réalité. Ce ne sont pas des chiffres, ce sont des faits, madame. Pour supporter la gratuité, il faut 2 milliards de dollars chaque année, madame. C'est colossal. C'est colossal. Ça peut construire une infrastructure comme le stade de Martyrs. Et nous misons ça. Mais gouverner, c'est prévoir. C'est prévoir, c'est ça. Il fallait prévoir tout ça. C'est ça, c'est ce que nous faisons. Nous nous battons, malgré la situation où nous avons trouvé les pays. Nous avons fait l'essentiel pour essayer de ramener beaucoup plus haut. Et nous continuons à travailler dans ce sens pour ramener encore les choses au top, tel que le souhaite notre population. Monsieur Hervé Diapovissa, c'est un plaisir de vous avoir sur ces plateaux. Et évoluons dans notre débat. Il y a aussi un autre sujet d'actualité, c'est la loi Tchani. Mais avant, puisqu'on parle du bilan de Félix Tshisekedi, aujourd'hui, si Félix Tshisekedi doit se présenter à l'Est pour sa campagne, pour qu'on lui accorde un 2e mandat, vous pensez que Félix Tshisekedi aura un discours? Mais moi, je vous dirais, madame, Félix Tshisekedi a géré la situation de l'Est qu'il a trouvé qui datait de plus d'une vingtaine d'années, depuis 4 ans déjà. Est-ce que vous avez... Quand Félix Tshisekedi prenait le pouvoir, il n'y avait aucun territoire, je vous en prie, il n'y avait aucun territoire qui était sous occupation. Vous dites quand Félix Tshisekedi a pris le pouvoir, ça fait depuis 1997 jusqu'à nos jours que le Congo connaît ces situations d'occupation. L'autre fois, ils étaient arrivés jusqu'à Goma, au temps de Kabila, le même M23. C'est une routine, mais sauf que nous voulons mettre fin à cette routine. Nous devons commencer d'abord à traiter les choses en interne, de manière théorique, de manière politique. Ensuite, maintenant, nous irons sur le terrain militaire. De manière politique, c'est-à-dire qu'il nous faut de nouvelles lois pour permettre à ce que des pratiques telles que l'infiltration et autres, de cesser, d'arrêter. Et ensuite, nous saurons qui est Congolais et qui ne l'est pas pour permettre aux Congolais, autochtones, souverains, de prendre en conséquence ce qu'ils doivent faire pour épargner son pays. Voilà, puisque nous sommes déjà dans le dossier de sécurité et restons encore un peu, il y a la situation, il y a le président Paul Kagame du Rwanda qui a fait les déplacements au Bénin, qui a parlé ouvertement, il a parlé de la situation de l'Est et il revendique le terre. Il dit que
le Rwanda est asphyxié par la RDC et par l'Ouganda, qui a pris ces terres. Et cette guerre de M23 n'est que la revendication de terres qui, normalement, revient au Rwanda. Votre lecture par rapport à ces révélations? Madame, en tout cas, ce que vous devez retenir d'abord, est que Kagame est perturbé. Il veut maintenant aller à son plan B. Parce que s'il devait revendiquer les terres, il devait les revendiquer au temps de l'AFDL. Il devait revendiquer les terres. Mais sauf que son plan était d'infiltrer le système politique congolais jusqu'au point d'atteindre les sommets des pouvoirs, d'atteindre le pouvoir régalien et de contrôler le Congo en vassalité du Rwanda. Et ils ont marché de la sorte avec le régime précédent, le nôtre. Mais sauf qu'en notre temps, nous avons pris des dispositions qui ne lui permettent plus de procéder à ce schéma-là. C'est quoi le schéma? La balkanisation? Non, ce n'est pas question de balkanisation. Quand on dit balkanisation, en tout cas, c'est un peu complexe. C'est un peu complexe. Moi, je dirais, c'est la convoitise. La convoitise veut contrôler le pouvoir. La convoitise de la richesse, c'est-à-dire c'était d'abord pénétrer le Congo. Nous connaissons l'histoire de James Kabaré, nous connaissons l'histoire de Bizi Makara, les tentatives d'éliminer Mouzé Kabila pour essayer de placer un Rwandais au pouvoir et contrôler le Congo jusqu'à l'infini. C'était ça l'idée, c'était ça les schémas. Ce qui n'a pas marché avec Mouzé, ils ont revenu avec le même schéma, le RCD, tout comme ça, pour essayer, à travers les programmes, des brassages mixés, essayer d'infiltrer des citoyens rwandais pour essayer d'atteindre le sommet. Ça a été fait à l'époque. Ça a été fait, mais sauf qu'ils n'ont pas pu atteindre le sommet de pouvoir régalien. C'était ça maintenant le schéma. Et maintenant que nous avons pris conscience, nous avons un nouveau chef qui s'est décidé pour le compte, un beau fils du pays qui s'est décidé pour le compte de sa patrie, nous avons pris des mesures de disposition qui ne permettent plus cela. Alors Kagame doit céder à ces schémas, il doit essayer d'arriver à autre chose. Mais ce qui est vrai, nous avons hérité le Congo de la colonisation. Ce n'est pas nous, Congolais, qui avons tracé le Congo. Le Congo est un produit de la conférence de Berlin, tout comme le Rwanda, l'Ouganda. Donc, c'est non fondé, il manque d'arguments pour continuer à son plan. Il est en perte de vitesse. Il est en perte de vitesse, il est perturbé, il est troublé. Il est troublé. Ne pensez-vous pas qu'il est en droit de réclamer quelque chose parce qu'on parlerait d'un certain accord, qui a été signé entre lui et le président Félix Tshisekedi. Madame, nous qui à l'époque a dit que c'était un allié fiable. Aujourd'hui, Madame, c'est la géographie, c'est la nature, c'est Dieu qui nous impose d'être voisins du Rwandais. Cela ne changerait jamais. Et si pour faire la paix, on ne fait la paix qu'avec l'ennemi. Donc c'est ça la démarche que nous avons. On fait la paix avec l'ennemi en sacrifiant peut-être son pays Non, non, pas du tout. Si on fait la paix avec l'ennemi, sacrifié, là on ne trouve pas la paix. On ne trouve pas la paix, on devient colonisé, on devient vassal. Faire la paix avec son ennemi, même la guerre, même la situation des guerres, finit toujours par une table de négociation. Nous avons chose que Kinshasa aujourd'hui, le gouvernement qui est contre le dialogue, parce qu'on ne peut pas toujours dialoguer, faire le partage de pouvoir, et puis on évolue, on revient sur la même chose. Non, on ne parle pas des dialogues en termes de pouvoir, en termes de partage de pouvoir. Ici, il s'agit du dialogue pour essayer de gérer un conflit géopolitique. C'est dans ce sens, c'est la raison pour laquelle nous avons approché notre voisin le Rwanda, parce qu'il y a convoitise, c'est notre voisin, on peut essayer de lui donner une opportunité, une opportunité qui peut lui permettre, en tant que voisin, de se retrouver avec quelque chose au lieu de continuer à créer la mort et conflit dans les deux parties. C'était dans ce sens et nous avons signé des accords commerciaux et économiques avec Kagame sous les yeux de tout le monde, les accords de Goma en direct de la télévision. Ça n'a pas marché comme prévu parce que Kagame... Parce qu'il y a l'Assemblée nationale qui était un peu surpris de voir qu'il n'avait pas été associé. Madame, je vous dis, on a fait ces contrats aux yeux de tous direct des télévisions. Sans passer par les parlements. Moi, je vous dis, ça s'est passé en direct des télévisions. Oui, mais sans passer par les parlements. Là, c'est vous qui le dites, mais le contrat, les accords ont été faits sous les yeux de tout le monde. Voilà, aujourd'hui avec l'armée, les armées qui viennent, il y a l'Angola qui envoie ses troupes, beaucoup de pays africains qui sont venus à la rescousse du Congo. Vous pensez qu'avec eux, cette situation, ces problèmes vont prendre fin? Non, ils ne sont pas venus à la rescousse du Congo. Mais sauf que le niveau du conflit a atteint un niveau géopolitique. Et alors, les retombées leur engagent aussi de manière directe, tout comme indirectement. Donc, c'est ce qui les amène
à nous accompagner, à s'impliquer pour essayer de trouver la solution. Mais quand ils viennent, c'est quoi leur agenda? Parce que quand ils viennent, les pays, les territoires où ils sont placés, les FARDC ne peuvent pas avoir accès, la population n'a pas de contrôle, on ne comprend pas, qu'est-ce qui se trame? Non, il faut lire les accords de Luanda. Les accords de Luanda disent que le M23 doit se retirer et puis démobiliser et ensuite réinsérer dans la société. Donc, pour entamer ce processus désarmé en conflit, ne peuvent pas procéder malgré que les accords de cessez-le-feu plutôt ne tiennent toujours pas, cessez-le-feu, mais là, ce sont des réalités qui arrivent dans des situations de guerre partout au monde. Ce sont des réalités, des irrégularités qui arrivent. Mais sauf que le processus est déjà en bonne voie. Les M23 commencent déjà à comprendre que son plan avec Paul Kagame, ça n'ira pas comme prévu. La routine vient de cesser, il y a des dispositions qui sont prises. Donc, ils doivent essayer de retourner dans leur conservatoire, essayer de voir les choses autrement avec Paul Kagame. Mais sauf que sinon, ça ne marcherait plus parce que le peuple congolais a pris conscience, l'armée congolaise a pris conscience, les choses s'organisent pas comme auparavant. Donc, Kagame a vieilli dans sa dictature. Très bien, Kagame a vieilli dans sa dictature. Parlons à présent de la loi Tchani. Cette loi aujourd'hui qui semble diviser. Il y a déjà l'Église catholique qui est en train de sensibiliser sur cette loi qui est discriminatoire. Comment vous, AVC, Autre Vision du Congo, avez-vous digéré cela? Moi, je dirais d'abord, je vais commencer par l'Église catholique. L'Église catholique ne doit pas confondre la politique avec la religion. Pour nous scientifiques, pour nous passionnés de la science, nous avons un mauvais souvenir de l'Église catholique. On a fait tuer Galilée, le père de la géographie, pour des débats autour de la religion. C'est-à-dire, en ces temps, la religion imposait, la connaissance revenait à lui. C'est-à-dire, c'est la religion qui comprenait les mondes, c'est la religion qui comprenait les choses. Galilée apporte des théories qui n'étaient pas aussi bien détaillées, définissant, signifiant que la Terre tournait autour du Soleil. Le Vatican a refusé cela. Et Galilée a été mis à mort. Il a fallu Copernic, un de ses élèves, puisse surgir et apporter beaucoup plus de détails qui ont convaincu le monde. Sans oublier que l'Église catholique contribue. Non, je vais venir, c'est-à-dire l'Église doit avoir une certaine retenue. Et puis l'Église ne doit pas croire qu'il a ce devoir, ce dévouement. Non, le dévouement vient du cardinal Malula. Le recours à l'authenticité que Mobutu avait promulgué un certain temps, il s'était inspiré du cardinal Malula. Le rite zaïrois, c'est-à-dire les valeurs authentiques, les valeurs locales. C'est ça le cardinal Malula a prôné. C'est lui qui a revu ce qu'on appelle aujourd'hui le rite zaïrois, qui est devenu le rite africain. Et on pourra même faire la même chose pour l'Amazonie. Aujourd'hui, les masseurs, les sœurs catholiques, s'ils se mettent en panne, c'est le cardinal Malula. Si aujourd'hui on a des tam-tams dans les églises, on chante à Lingala, on a un rituel qui correspond à notre culture. C'était ça le combat du cardinal. Les valeurs authentiques, les valeurs dignes, les valeurs fondamentales. C'était aussi le même combat pour le cardinal Mosengo. Mais moi, je m'étonne, aujourd'hui, le catholique n'a plus ses crédits. Le cardinal Ambongo a combattu la gratuité. Il a refusé que l'État puisse subventionner 2 milliards de dollars pour les parents pauvres congolais. Le cardinal Malula, le cardinal plutôt Ambongo, a combattu à ce que les enfants, plus de 5 millions des enfants congolais puissent être épargnés. Mais il fallait sauver l'année parce que les enfants, il y a eu de menaces et de menaces de grève. Les enseignants étaient payés par les enseignants. Madame, je vous dis, c'était de l'intox. Les enseignants congolais. Les parents qui soutenaient l'enseignement à cette époque-là. Nous connaissons les débats autour de l'enseignement depuis Mboudi, même avant même Félix Tshisekedi d'arriver au pouvoir. Nous sommes tous le produit de la formation de l'Église catholique. Non, madame. Il faut qu'on se le dise. Non, c'est pas la formation de l'Église catholique. Parce que les confessions religieuses aujourd'hui tiennent... Non, le programme de l'enseignement, il est national. À presque 90%. Le programme de l'enseignement, il est national, il n'est pas catholique. Le programme est national, mais les églises, ce sont les infrastructures aujourd'hui. À Kinshasa, par exemple, ce sont les écoles catholiques. Oui, bien sûr. J'en disconfie même en Occident. L'éducation est détenue par... les catholiques, les protestants en Angleterre, mais sauf que ce ne sont pas eux qui font la programmation de l'éducation, ce ne sont pas eux qui définissent le modèle éducatif, le modèle national. Mais
Régner l'église catholique, c'est régner aussi la formation. Non, nous ne régnons pas l'église bénéficiaires. catholique, mais sauf que l'église doit être responsable de ses actes et doit savoir comment les poser. C'est ça le grand problème, ne doit pas intervenir. Vous savez l'histoire des smartphones. L'église catholique a toujours accompagné l'option Moïse Katumbi ensemble depuis 2019. L'histoire des smartphones, l'abbé Cholé avait tâtonné, nous le savons tous. Ils sont des mèches avec Moïse Katumbi. L'inquiétude de Moïse Katumbi égale l'inquiétude de l'Église catholique depuis 2019. Vous associez l'Église catholique à un individu? Non, on l'associe pas, c'est ça les faits. Nous observons. C'est au fait, il se met au milieu du village. Non, l'église n'est pas au milieu du village. L'église est au coin du village. Au coin du village. L'église s'accroche. Parce que s'il y a un problème, s'il y a il y a une souffrance, s'il y a un problème, ce sont les chrétiens, tout le monde qui est victime. Ouais. Alors on ne peut pas dire que quand il y a un problème, s'il y a un problème, l'église est dans l'obligation d'alerter que ça va mal. Cette loi vise la division, cette loi vise la discrimination, vise des individus. C'est ça que l'église catholique avait dit aussi pour la gratuité. Que la gratuité ne va pas marcher, la gratuité va tuer l'enseignement, mais nous ne voyons pas là où ça a tué l'enseignement, les collèges... Et vous voulez comparer, si nous pouvons revenir là-dessus, vous pensez que la gratuité, là où les écoles, où il y a la gratuité et les écoles conventionnées tenues par les catholiques, la formation est la même? Même si c'est le même programme, vous avez dit. Le programme, c'est le même. La formation le même programme, mais la qualité de l'enseignement. La qualité de l'enseignement va changer en quoi? Parce que c'est l'église qui continue à gérer. Chez Boboto, c'est pas le ministère de l'enseignement qui a engagé les gens là-bas. Un enfant qui est à Boboto et un enfant qui est à l'école laïque, quelque part ici à Delvaux, vous pensez que le niveau est le même? Madame, avant la gratuité, le niveau de celui qui était au laïque et celui qui était chez les catholiques, c'était toujours comme ça. C'était pas pareil. C'était pareil. C'était pareil. Ceux qui étudiaient chez les laïcs, avant la gratuité et ceux qui étaient au collège Elikia, par exemple, au collège Bosembo, la qualité était toujours différente par rapport à la rigueur, la détermination, du sérieux, par rapport à l'organisateur. Donc, la gratuité ne vient que donner l'accès à ceux qui n'avaient pas les moyens d'y accéder pour que demain, nous n'ayons plus de phénomènes Koulouna. Revenons à cette loi, Tchani, aujourd'hui, qui est en train de diviser. Que dit l'Union sacrée par rapport à cette loi? Parce que si on va aller, on doit creuser dedans. Il y a même ceux qui sont à la présidence, aujourd'hui à la présidence, il y a plus d'individus qui sont de double nationalité, qui ont quitté l'Europe, qui ont des nationalités de là-bas. Et quand il y a un problème, on voit qu'ils veulent retourner dans leur pays. Moi, mais je vous dirais d'abord, madame, la loi ne divise personne. La loi ne divise pas. La loi inquiète un seul individu et son entourage. Alors que la loi doit être... je dis bien, la loi inquiète un seul individu et son entourage. Maintenant, il faudra revenir en arrière, madame. Nous sommes politiques. Les politiques n'existent que pour organiser la société. Et au dépend des lois de manière fondamentale. Et la loi doit avoir une correspondance aux réalités sociétales. C'est-à-dire la demande de la société. Est-ce la société congolaise a besoin d'une telle loi? Moi, je vous dirais oui. S'il faut remonter de l'histoire, partons en 1997. Mais pourquoi revenir? Parce que la constitution actuelle que nous utilisons, la constitution actuelle, madame, moi je vous dirais, nous héritons un État qui a été... Il y a une ouverture qui a été faite lors du dialogue inter-congolais où on a ouvert une brèche, on dit, celui qui est, on accorde la nationalité congolaise, on reconnaît la nationalité congolaise aux enfants d'un parent congolais et d'un autre étranger. Qu'est-ce qui fonde les accords de Sun City? C'est la belligérance. Et qui avait le monopole de cette belligérance? C'est le Rwanda et l'Ouganda. Nous avons hérité un pays qui a été créé sans être fondé. Les pères de l'indépendance n'ont pas pu démontrer des fondements qui pourraient nous permettre de nous doter des lois qui pourraient nous être efficaces. C'est ce que nous avions manqué. L'État a été doté d'une constitution provisoire après l'indépendance. Après cette constitution provisoire qui a créé des problèmes, nous avons une constitution révolutionnaire, la constitution de Mobutu, propre à lui, créée par lui-même. Après Mobutu, c'est Mouzé Kabila qui vient avec une constitution de 30 articles, je crois. Et après ça, nous sommes allés à Sun City pour la constitution des belligérants, créée sous l'influence de l'Ouganda et le Rwanda. Ils ont mis des articles qui pourront leur permettre d'achever le plan 1997 qu'ils avaient débuté. Et maintenant, nous devons essayer de revoir les choses à la manière de créer des lois fondamentales. Mais est-ce que le problème du développement du Congo aujourd'hui,
c'est un problème de nationalité. On ne parle pas de développement, on parle de souveraineté. Nous ne sommes pas dans le développement. Le développement, c'est autre chose. Mais pour le développement, nous avons besoin de tout le monde. Oui. Même les étrangers, nous avons besoin de pour le développement. Mais pour la question des souverainetés, pour que nous ne soyons plus colonisés comme en 1885. Mais s'il y a un Congolais aujourd'hui qui est d'un parent étranger, mais qui a cet amour pour la patrie, de faire bien les choses, pourquoi ne pas lui accorder ses crédits pour que c'est la démocratie, pour que les pays soient conduits sur de bonnes bases? Vous dites c'est la démocratie, mais moi je dirais en démocratie aux États-Unis, quand on n'est pas né sur le sol américain, on ne devient jamais président des États-Unis. C'est aussi la démocratie. Pourquoi ces critères? En Algérie, pour devenir président de la République, il faut avoir des grands-parents. Ceux qui se réclament aujourd'hui de père et de mère, mais qui sont forts dans le détournement. Nous ne parlons pas de détournement, nous ne parlons pas de développement par rapport à la loi Tchani. La loi Tchani dit souveraineté, question de souveraineté. Nous ne voulons pas que demain, un certain Bosco Tanganda puisse devenir président de la République au Congo, parce que le Rwanda a réussi à l'infiltrer au Congo comme général. Il peut faire un coup d'État et devenir président de la République. C'est ce que nous refusons, c'est ce que nous ne voulons pas. Mais s'il a des bonnes intentions, il veut conduire le pays, il veut bien gérer les pays. Madame, les intentions ne sont pas dans la bouche. Pourquoi ne pas lui donner ses crédits? Les intentions, madame, les intentions. On peut se dire, bon, être congolais de père ou de mère, bon, l'essentiel c'est... Moi, si je me réponds à la même question, pourquoi gérer la nation correctement, Arnold Schwarzenegger, qui était des bonnes intentions, on ne lui a pas permis de postuler parce que il n'était pas né sur le sol. Mais il a quand même reçu ici les passeports diplomatiques. Et qui ça? Je parle d'Arnold Schwarzenegger. Ah, d'accord. Ici, c'était Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Arnold Schwarzenegger, gouverneur de l'État de Californie. Okay. Mais non, il n'avait pas les moyens. Il était populaire, il était favori. Mais pourquoi il n'avait pas eu cette accessibilité? Il n'a pas eu ces moyens. On pourrait faire exception pour lui. C'est un citoyen américain qui a fait preuve de sa bravoure, là, c'est de les sa États-Unis, loyauté. nous sommes dans la réalité congolaise. Non, la comparaison, c'est le reflet. C'est comme le miroir. Ça nous permet d'essayer de voir ce que nous faisons. Nous n'avons pas la même réalité, c'est ça aussi, voilà. Maintenant, par rapport aux réalités congolaises, je vous ai parlé, pour revenir encore en arrière, je vous parle de Bisengimana, qui est le père de ce qui nous arrive à l'Est. La situation de Bizimakara, James Kabare, je remonte à Kunda Batouare, Bosco Tanganda, ainsi de suite. Donc, nous avons 20 ans de retard s'il fallait appliquer la dite loi. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ces magazines Tribune, mais juste une petite question. Aujourd'hui, vous pensez que les élections pourraient être convoquées 90 jours avant la fin du mandat de Félix Tshisekedi? En tout cas, vu les contraintes soulevées par la CENI, il y a lui-même le président qui a dit qu'avec la situation de l'Est, les élections pourraient ne pas avoir lieu. Non, les élections doivent avoir lieu. C'est comme si nous parlions de la rentrée scolaire en mois de juillet. C'est-à-dire, la rentrée doit avoir lieu ou pas, c'est une réalité, c'est une contrainte, c'est constitutionnel. Les élections, chaque 5 ans, doivent avoir lieu. Plus personne ne peut remettre en cause le processus électoral en République démocratique du Congo, tout comme le processus démocratique. Mais ceux qui veulent en parler d'une manière un peu exagérée, ce sont ceux qui craignent, ceux qui veulent fuir en avant, veulent inventer des raisons. Il y a déjà un plan qui est... Si vous allez dire le report, si vous allez parler du report, non, un plan de transition, il n'y aura plus cette histoire de transition dans ces pays, madame. Mais si les élections n'ont pas été convoquées aux dates prévues? Madame, la CENI nous a publié un calendrier, nous a informé de ça. Plein de contraintes. Donc, bien sûr que oui. Les contraintes sont des contraintes. Moi, je vous donne un exemple. S'il arrivait, par exemple, une épidémie apparaissait, et ça nous prenait 3 mois pour résoudre cela, qu'allons-nous faire? Nous serons à reporter l'élection. Mais est-ce que les élections reportées, vous pensez que ça va résoudre? Parce qu'il faut que les élections soient tenues. On a vu à l'époque de Joseph Kabila, certaines parties n'ont pas pris part aux élections, mais quand même, il y a eu des élections. Non, il y a eu des élections. Avec le temps de Joseph Kabila, le problème, c'est quoi? C'est l'intention. Joseph Kabila, intentionnellement, ne voulait pas organiser les élections. Mais bien au contraire, pour nous, les élections sont organisées au temps prévu. Les moyens sont mis à disposition. Très rapidement, avant de finir, il y a le Quattro, on les appelle Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Madame, là, c'est une conférence de canards boités de la scène politique qui ont proposé, qui ont fait des recommandations, entre autres, revoir le calendrier électoral. C'est une conférence de canards boités de la scène politique nationale. La justice qui est aujourd'hui acquis pour Félix Tshisekedi. Cette organisation manque de fondements pour se faire, pour se définir.
la personne qui les a invités, qui les a initiés, c'est Moïse. Avez-vous déjà vu un régime sans opposants? Parce qu'ici, ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait les opposants. L'opposant s'enterre. Pour faire... ils font la police, en fait. Hein, ils font la police. Quand les choses ne vont pas, ils font la pression pour que les choses en principe, ils devaient bien faire sur le rail. En principe, ils devaient bien faire ce travail dans notre intérêt. Mais sauf qu'ils ne sont pas à la hauteur, ils ne sont pas à mesure, et ils sont en train de s'enterrer eux-mêmes. Et Monseigneur Fulgence est venu faire juste les derniers sacrements pour la fin de ce groupe de canards boiteux. Merci beaucoup Hervé Diampovissa, c'était un plaisir c'est moi qui vous remercie, de vous recevoir sur ces plateaux. Ce n'est pas la première. Plusieurs occasions nous seront données et vous serez toujours le bienvenu à Mandiko aux télévisions. C'est un plaisir. C'est par ici que nous mettons un terme à ces magazines Tribune sur Mandiko Télévision. À très bientôt.